donc pour nous en parler, la première personne, c'est Jean-Paul de Strasbourg, qui va nous parler des motivations de ce type d'autoconservation des ovocytes. Jeanne, à toi. Bon après-midi à tous. Donc, merci aux organisateurs de me permettre d'être là parmi vous pour vous parler de ce nouveau sujet qui est l'autoconservation pour raisons non médicales. Alors, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers des textes de loi, je fais un petit rappel législatif. Donc, souvenons-nous que la révision de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 autorise la préservation ovocytaire, mais pour raisons exclusivement médicales. La loi de bioéthique, en 2011, a ouvert cependant l'autoconservation pour raisons non médicales, mais uniquement dans le cadre du don chez les donneuses n'ayant pas procréé, avec un décret qui a d'ailleurs mis 5 ans pour se mettre en place. L'autoconservation ovocytaire hors raison médicale est autorisée par cette nouvelle révision de la loi du 2 août 2021, donc tout à fait indépendamment du don. Et le décret sur l'âge du 29 septembre 2021 autorise cette autoconservation entre l'âge de 29 ans et l'âge de 37 ans. Enfin, le décret du 30 décembre 2021 a totalement abrogé la possibilité de conservation des gamètes pour soi-même lorsqu'on est une donneuse nullipare. Donc ça, c'est pour fixer le cadre législatif actuel. On va le voir, on le sait déjà, très rapidement, que cette conservation ovocytaire est à la fois un enjeu médical et un enjeu sociétal, et que la frontière entre l'autoconservation sociétale et la préservation de fertilité, elle est floue, elle est très intriquée. Il y a des constatations médicales et sociétales inéluctables. Première chose qu'on constate à l'heure actuelle, bien, c'est que le report du projet d'enfant est un fait de société qui se développe dans tous les pays développés. L'âge de la première grossesse, qui était de 26 ans en France en 70, est actuellement de 31 ans. Les mères de 40 ans représentent actuellement plus de 5% des naissances. Les causes, on les connaît, c'est l'allongement de la durée des études, les contraintes de la profession, la précarité financière, l'absence de partenaires stables, l'absence de pères potentiels pour les enfants qu'on voudrait avoir, et les ruptures familiales, divorce, séparation, les secondes unions. Autre vérité inéluctable, c'est que la fertilité diminue avec l'âge. Cette fertilité diminue tout au long de l'âge de la femme et avec une cassure nette après 35-38 ans. Donc forcément, on va avoir une augmentation du nombre de femmes qui rencontrent des difficultés pour obtenir une grossesse en intraconjugal ou pas en intraconjugal d'ailleurs actuellement, du fait de cette maternité plus tardive. On aura une fréquentation grandissante des patientes de plus de 35 ans dans nos centres d'AMP, alors même qu'on le sait, plus l'âge de la femme augmente, plus la probabilité de succès de cette AMP va diminuer. Il y a encore une trop grande confiance de certains couples dans la capacité de l'AMP à s'opposer aux contraintes du vieillissement, voire une certaine ignorance et un déni du déclin de fertilité avec l'âge. Certaines patientes de 40 ans sont très étonnées encore lorsqu'on leur dit que la probabilité de grossesse chute. On assiste donc par conséquent à une augmentation des demandes de dons d'ovocytes. Et il faut bien s'en rendre compte, les campagnes d'information sur la chute de fertilité avec l'âge ne suffisent pas à décourager les femmes et les couples à s'engager dans un projet parental de façon tardive. Alors les postulats.
On se dit qu'il vaut mieux mettre en œuvre une autoconservation ovocytaire alors que la femme est encore jeune, plutôt que de débuter des tentatives d'AMP moins performantes à un âge où la fertilité a chuté. On se dit aussi que cette autoconservation devrait diminuer à moyen terme et à long terme les demandes de dons d'ovocytes. On se dit que certaines femmes qui auront autoconservé pourront un jour, si elles n'ont pas de projet parental pour ces ovocytes, les donner dans le cadre du don d'ovocytes. Donc l'offre devrait se trouver augmentée. Alors, ce qu'il faut dire aussi, et nous devons informer les femmes, il faut parler des limites de l'autoconservation. Les femmes doivent être informées de ces limites. On sait que la vitrification ovocytaire va permettre de constituer un stock de sécurité, mais que ce n'est pas la solution miracle à cette baisse physiologique de la fertilité. Ce n'est pas une assurance, non pas une assurance vie, mais ici une assurance de procréation. Dans le cadre du don, le taux de naissance vivante par ovocyte vitrifié n'est que de 6,5%. Et encore, on est dans les bonnes conditions du don d'ovocytes. Les chances de grossesse avec ovocytes dévitrifiés diminuent rapidement avec l'âge des femmes au moment de la congélation. Et nous avons des séries qui sont conséquentes maintenant grâce à nos amis espagnols qui peuvent nous fournir tous ces chiffres. Il faudra, en fonction de l'âge de la femme, 3 ou 4 cycles de stimulation, c'est-à-dire 15 à 20 ovocytes, pour espérer avoir un enfant. Et ça, c'est pour un seul enfant. Alors, que pensent les femmes de l'autoconservation pour raisons non médicales? Alors, nous avons quelques toutes petites séries qui datent d'avant la loi, de changement de loi d'août 2021. Nous avons 3 enquêtes. Une enquête du GEDO en 2016, une enquête nationale faite par l'équipe de Lille en 2016-2017 et une enquête GEDO 2017-2018 qui concernait, bien sûr, à l'époque, uniquement des donneuses nullipares. Donc on voit que 70 à 80% de ces donneuses souhaitaient autoconserver, que l'autoconservation n'était pas la motivation prioritaire et que parmi ces femmes qui désiraient autoconserver, finalement, il n'y a que la moitié qui l'a fait. Les raisons évoquées à l'époque pour différer le projet de grossesse, c'était essentiellement l'absence de conjoint, les histoires d'activité professionnelle et l'organisation familiale. Que disent les Françaises qui ont autoconservé à l'étranger? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir... Oh. Qu'est-ce qui se passe? Interroger le docteur Marquès et le docteur Garcia Fora de l'Institut Marquès à Barcelone. Je pense que j'aurais pu interroger d'autres collègues à l'étranger. Il se trouve qu'ils ont accepté gentiment de répondre à mes questions. Je les remercie. Donc, à titre d'exemple, ce centre accueille 40 à 50 Françaises par an pour une autoconservation. La demande d'ailleurs se poursuit aujourd'hui, vu le délai d'attente que nous connaissons dans nos centres. La moyenne d'âge est de 35 ans. 11 ovocytes sont recueillis en moyenne. Et à peu près 30% des femmes qui ne souhaitent pas poursuivre la conservation vont donner leurs ovocytes, si évidemment elles sont éligibles, si elles remplissent les critères du don. Les médecins là-bas vont conseiller aux femmes de tenter une grossesse naturellement ou en fécondation in vitro avec leurs ovocytes frais et l'autoconservation est présentée comme une assurance de dernière option. Il s'agit de congeler des ovocytes dans l'idée de ne pas avoir à les utiliser ou éventuellement pour un deuxième enfant. C'est la femme qui décide, dixit les médecins en question, du modèle familial qu'elle veut, quand elle veut. L'absence de prince charmant n'est plus pour eux la seule motivation à l'autoconservation, ce qui est d'ailleurs vrai pour toutes les techniques d'AMP actuellement.
Dominique Mehl, qui est une sociologue au CNRS, s'était intéressée au ressenti des mères célibataires qui avaient recours à une AMP à l'étranger. Et elle nous disait que ces femmes s'engagent dans une maternité solo par défaut, par urgence liée à l'âge, et qu'elles gardent toujours, ces femmes, l'espoir d'une vie conjugale. Et que dans ce contexte, l'autoconservation peut être conçue comme une manière de se projeter dans un futur de parents et un futur conjugal. J'ai lu également la thèse d'ethnologie de Yolene Pérez, qui avait étudié les enjeux sociologiques de l'autoconservation, thèse qui a été soutenue en 2020. Et pour elle, l'image des femmes carriéristes, cette image qu'on pourrait avoir à l'esprit, ces femmes qui autoconservent, ne correspond pas du tout au projet de vie des femmes qu'elle a rencontrées. La principale motivation, c'est l'absence de compagnon. Ces femmes veulent se donner du temps pour fonder une famille. Et elle a mis en évidence une autre facette de cette autoconservation, c'est-à-dire que les femmes célibataires, ou en couple d'ailleurs, ne sont pas forcément sûres de vouloir un jour devenir maman. Elles veulent se garder toutes les portes ouvertes, augmenter leurs chances de devenir mère, et pouvoir continuer à se questionner sur ce vrai désir ou pas désir d'enfant. Elles veulent s'accorder la possibilité, garder ce choix de ne pas avoir d'enfant et ne pas le regretter. C'est ce qu'elle a appelé la médicalisation de l'incertitude. Je trouve que cette même réflexion, on la voit en consultation chez certaines de nos donneuses d'ovocytes. Elles donnent pour se justifier en quelque sorte du fait qu'elles ne veulent pas elles-mêmes procréer. C'est un processus psychique qui, moi, me rappelle certaines femmes qui font une interruption volontaire de grossesse. Concernant la réutilisation, je vous présente une étude de Stoop, qui est déjà ancienne, en 2015. C'était 140 patientes qui avaient autoconservé, donc bien avant notre changement de loi, qui avaient été interrogées 12 à 45 mois plus tard. Et on voit que 50% des femmes avaient toujours l'intention d'utiliser leurs ovocytes, 30% ne voulaient plus le faire et 76% des femmes auraient préféré autoconserver bien plus tôt. Une étude espagnole d'Anna Cobo sur 1468 femmes qui ont conservé pour âge, mais aussi pour cause médicale. On voit que dans cette étude, seulement 9% de ces femmes ont réutilisé leurs ovocytes 7 ans plus tard. À l'Institut Marquès, à 5 ans, 13% des femmes ont réutilisé leurs ovocytes. Après la loi de bioéthique, que pensent les Françaises ? Donc, on a fait un petit sondage entre décembre 2021 et mai 2022, avec l'aide de Virginie Rio du collectif BAMP, de Larissa Meyer du réseau Fertilité France et l'aide de tous mes collègues qui consultent et qui font partie du GEDO. Donc, ce questionnaire a été proposé aux femmes qui se présentaient pour demander une autoconservation pour raison non médicale. Vous voyez que l'âge de ces femmes, c'est grosso modo entre 34 et 37 ans. Le niveau d'études est assez saisissant. 92% de ces femmes sont allées à l'université. 32% vivent en couple, 68% ne sont pas en couple. Elles ressentent une pression pour avoir des enfants à 80%, pression qui vient surtout de la famille ou des amis ou des collègues, très peu de la société elle-même, très peu d'elles-mêmes, très peu du corps médical, heureusement. Elles ont essayé d'avoir des enfants à 36%. Décidément, ce truc saute. Elles ont des enfants à 10% et elles projettent d'avoir des enfants à 95%. Elles ont appris la connaissance de l'autoconservation essentiellement par les médias ou le corps médical, un petit peu par la famille, les amis, un petit peu par les réseaux sociaux. C'est leur première démarche d'autoconservation dans 86% des cas.
Lorsqu'on leur demande si on leur a donné correctement des informations sur la probabilité réelle d'avoir un enfant avec leurs ovocytes congelés, elles répondent à oui à 65%. Donc il y a quand même un tiers qui n'aurait pas eu l'information correcte sur le potentiel de ces ovocytes. Lorsqu'on leur demande ce qu'elles pensent d'un entretien avec le psychologue, eh bien, elles sont favorables à 65%. Et cet entretien paraît indispensable à 15%. Donc on voit qu'il y a un petit quart qui juge cet entretien inutile ou inadapté. Leur motivation. Alors, toujours dans les motivations, avez-vous entamé d'autres démarches? Eh bien, la plupart de ces femmes n'ont entamé aucune autre démarche que cette autoconservation. Certaines étaient dans un processus de don de sperme. L'adoption est représentée faiblement, le don d'ovocytes aussi. L'accueil d'embryons, la GPA, l'AMP sont anecdotiques. Lorsqu'on leur demande quelles sont leurs réelles motivations, elles vont dire c'est différer une grossesse sans craindre une infertilité à venir, c'est-à-dire augmenter leurs chances de grossesse. Attendre de trouver un partenaire, comme les études précédentes, c'est toujours encore très présent. Plus accessoirement, elles parlent de leur stabilité professionnelle ou de profiter de la vie sans enfant ou, ce qu'avait vu Yoline dans son travail, d'avoir le choix de ne pas procréer. Et tout à fait accessoirement, dans ces motivations, quand on leur pose la question, c'est permettre un don. Donc là, elles autoconservent pour permettre un don. Ont-elles parlé de leur projet d'autoconservation autour d'elles? Oui, massivement, 87%. Quel a été le message perçu par l'entourage? Eh bien, c'est un message positif puisqu'elles sont encouragées et soutenues. Il y a très peu d'indifférence ou d'inquiétude. À quel moment pensent-elles utiliser un jour ces ovocytes conservés? Alors on voit que c'est surtout, la réponse est un peu ambiguë parce que dans les réponses, il y a une confusion entre le temps et le contexte de l'autoconservation. Donc on peut voir qu'elles disent surtout à moyen terme. On voit bien qu'il s'agit de différer le projet de grossesse. Il y a peu de court terme, il y a peu de dès que possible et on a du idéalement jamais. Si je rencontre mon partenaire, on le retrouve là, et aussi un petit peu, j'utiliserai ces ovocytes si j'ai vraiment perdu tout espoir de trouver un partenaire. Si jamais vous ne les utilisez pas, que pensez-vous faire de ces ovocytes conservés? Eh bien, le don à quelqu'un d'autre, 43%. Donc, effectivement, on aura peut-être de quoi alimenter notre don d'ovocytes. On verra bien. Je ne sais pas, 35%, puis il y a la destruction, 9%, et le don à la science, 11%. Pensez-vous que la congélation des ovocytes permette d'avancer dans la notion d'égalité homme-femme? Oui, 58%, non, 17,7%, et je ne sais pas, 24%. Alors pourquoi pensez-vous cela? Eh bien, parce que ça recule l'horloge biologique féminine et que l'homme n'a pas d'horloge biologique, donc il y a une avancée dans l'égalité. D'autres vont vous répondre, ici, je ne vois pas pourquoi on me pose cette question, c'est hors sujet, l'autoconservation n'a rien à voir avec l'égalité homme-femme. Et puis d'autres choses permettent de construire sa carrière, plus de choix de vie, ou ne sait pas. En conclusion, je pense qu'il faut retenir que la plupart des femmes savent que le recul des premiers essais de grossesse peut générer des difficultés à concevoir, même si elles ont un désir d'enfant, mais que toutes, néanmoins, ne le savent pas et qu'il y a un devoir d'information tout à fait complète et didactique pour leur permettre de prendre leurs décisions et qu'elles puissent donner un consentement éclairé. Les femmes peuvent alors légitimement, elles ne sont pas idiotes, elles ne sont peut-être pas toujours parfaitement informées, mais elles ne sont certainement pas idiotes.
elles peuvent en toute autonomie, en toute sagesse, choisir ce filet de sécurité ou pas. Et j'aime beaucoup, j'ai retrouvé cette phrase de Cécile Gallo, une de nos consoeurs, qui date de 2014, mais qui est tellement juste et tellement vraie encore, qui nous dit, l'idéal, c'est que les femmes aient des enfants jeunes, qu'elles en soient informées, que la société le leur permette. Mais la réalité n'est pas idéale. Et la vitrification ovocytaire répond bien à un besoin, elle ne le crée pas. Merci pour votre attention. Merci Janine. J'espère que le timing était correct. Si, c'est rouge. Merci Janine pour cet exposé très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il semble que chez nos collègues espagnols, on dit que chez une femme de moins de 35 ans, peut-être voire un peu moins, il faut au moins 15 ovocytes pour avoir 80 ou 85% de chance. J'ai mis en tout petit J'ai mis en tout petit. Et tableau, que quand on dépasse cet âge, c'est à ce moment-là, c'est pas 15, mais c'est entre 20 et 25, quelque chose comme ça. C'est vraiment dépendant de l'âge de la femme au moment où elle vitrifie ses ovocytes. Il y a les courbes ce qui est encore plus intéressant, c'est les courbes de Doyle, qui lui a fait ses courbes en fonction de l'âge, combien il faut d'ovocytes et la chance de grossesse, pour 1, 2, 3 grossesses même. Par exemple, on voit que 3 grossesses, il faut pratiquement avoir congelé avant 30 ans. Un ovaire entier. Et avoir congelé 50 ovocytes presque pour y arriver. C'est très intéressant de ce point de vue. C'est pour ça qu'il faut qu'on informe les femmes. Il faut vraiment qu'on leur parle de ça au moment de leur demande. Oui, on voit bien quand même que c'est une décision prise dans l'indécision, si je puis dire, souvent. Comme disait notre ethnologue, médicaliser l'incertitude. L'incertitude, est-ce que je veux un enfant ou pas, mais aussi, est-ce que je vais arriver à le faire ou pas, quoi. Je pense que c'est important parce que je pense que c'est des consultations où il doit y avoir une discussion. Moi, je me rappelle la dernière fois que j'en ai eu une, où j'ai convaincu la dame de faire un enfant maintenant et pas d'aller auto-conserver. Alors, je n'étais pas une histoire d'endométriose, mais ce n'était pas très, très différent. Mais ça m'a pris 3/4 d'heure pour que la dame me dise oui, mais finalement, oui, c'est pas très rationnel à 25 ans d'aller congeler des ovocytes alors que je vis avec quelqu'un que je pensais avoir des enfants que dans 2 ans et que vous me dites j'ai une endométriose sévère qui va. Enfin, mais il faut y prendre du temps. J'ai l'impression que j'ai, moi, dans ce que j'entends des centres, c'est qu'ils sont actuellement surbookés par des demandes, souvent chez des femmes un peu trop tard. Et ça me permet d'aborder le deuxième point que je voudrais que tu abordes aussi, c'est les décisions d'autorisation en fonction des âges des donneuses, minimum et maximum, que tu puisses un peu plus préciser. L'âge des donneuses, c'est jusqu'à 38 ans. L'âge de l'autoconservation pour raison non médicale, c'est 37 ans. Oui, il y a un âge minimum aussi. Pour la donneuse? Non, pas pour la donneuse, non. Pour les... 29. Pour l'autoconservation non médicale, l'âge minimum, c'est 29. Ce qui pose d'ailleurs un petit problème, puisque ces donneuses nullipares qu'on avait avant, elles pouvaient autoconserver dans le cadre de leur don à 25 ans, si ça leur chantait. Donc maintenant, il faut attendre 29 ans. Et pourquoi ces décisions ont été prises? Moi, je n'avais pas la notion qu'il y avait eu ces dernières décisions. Je pense qu'on se dit qu'une femme de 22 ans qui veut autoconserver n'utilisera pas ses ovocytes. Donc on ne va pas mettre toute cette chose-là qui a quand même un coût en énergie et en argent pour la société, on ne va pas mettre ça en branle pour une non-utilisation très probable de ces ovocytes. Donc ils ont fixé la date à 29. C'était quand même une source non négligeable de donneuses d'ovocytes. Mais bien sûr, mais ça c'est un bénéfice secondaire, on va dire. On ne va pas autoconserver dans le but de donner des ovocytes. C'est une minorité de femmes là, interrogées qui ont dit ça, mais ce n'est pas l'idée quand même prioritaire du législateur. Est-ce que la salle ne veut pas intervenir un peu? Est-ce que vous avez des questions? Non, mais il y a...
Merci beaucoup, Janine, pour cet excellent topo. Et c'est la première fois que j'entends parler de la gestion de l'indécision. En effet, les psychologues nous ont toujours dit que le désir d'enfant était toujours ambivalent, mais qu'on n'osait pas le dire. Et c'est la première fois aujourd'hui qu'émerge cette notion, je ne sais pas si vraiment j'en veux, et donc je vais autoconserver pour le cas où. Est-ce que ça représente une grande majorité des femmes? Non. En tout cas, c'était un petit pourcent, 5%, je crois, ou je ne sais plus. Je peux revenir sur la dia. Mais ça existe dans ce paysage de l'autoconservation, mais ça existe dans notre paysage gynécologique déjà ailleurs. Enfin, je ne sais pas, vous avez tous vu des donneuses qui donnent pour ne pas procréer. On en a, c'est une minorité, mais on en a. Vous avez toutes vu des femmes qui font une IVG, elles voulaient juste être sûres de savoir qu'elles peuvent démarrer la grossesse, mais elles ne veulent pas procréer. Ça se rapproche un peu de ça. Oui, pour revenir sur l'âge, pourquoi 29 ? On peut considérer que le législateur, il voit finalement quand est-ce que des femmes vont risquer de perdre de la fertilité. Dans la grosse masse, entre 25 et 29, on ne la perd pas. Donc, pourquoi ne pas avoir autorisé plus jeune ? C'est parce qu'on était au début d'une perte et avant, disait Hélène, les aneuploïdies. Donc c'est relativement logique et c'était un bénéfice secondaire aussi, le fait d'avoir des femmes jeunes qui donnaient, mais elles n'étaient pas prioritaires sur les dons, puisque si elles n'avaient pas assez d'ovocytes, ça allait tout à la donneuse. C'était pas vraiment, c'était une autoconservation entre guillemets de complaisance. Donc cette nouvelle législation est plus propre, plus logique, non ? Mais bien sûr. Mais, si tu veux, le fait que les donneuses nullipares jeunes donnaient des ovocytes, quelque part, c'était intéressant pour les centres de dons, puisque, par définition, elles étaient jeunes, donc elles fournissaient beaucoup d'ovocytes. Elles, par définition, étant jeunes, elles fournissaient beaucoup d'ovocytes. Donc, c'est vrai que dans les centres de dons d'ovocytes, il y a eu un bond en avant à partir de 2016. Mais c'est vrai aussi que d'emblée, dès le départ, nous, en tant que médecins, ça nous a gêné ce mélange de genres. C'est quand même assez insupportable de se dire que je vais donner rien que parce que je veux autoconserver. Il y a un truc qui n'allait pas. Donc cette loi, elle nous prive peut-être d'une... En tout cas, actuellement, les choses peuvent encore changer. Elle nous prive de certains ovocytes, mais elle est quand même beaucoup plus audible et elle nous convient mieux à tous. Mais de toute manière, le don d'ovocytes n'est pas interdit, n'a pas les mêmes limites d'âge. Mais en plus, pour la limite d'âge inférieure, il y a eu quand même des études publiées qui montraient que les chances que quelqu'un qui fait une préservation pour elle-même les réutilise diminuaient, étaient très faibles quand les femmes avaient moins de, je ne sais plus, 26, 27 ou 28 ans. Et c'est peut-être, je crois que c'était le facteur fondamental de l'âge limite. Moi, il y a un autre truc auquel je voudrais rebondir un peu, c'est que là, maintenant, je suis assez content qu'on utilise le terme de raison non médicale, ou, comme on dirait en Europe, élect, par choix, et qu'on ait arrêté de dire sociétal, parce que je trouve que ce mot sociétal est totalement infâme, presque, je dirais, parce que ça fait fi de la peur des femmes qui voient leur âge augmenter de perdre des chances de fertilité, quoi. Le sociétal induit du médical, en quelque sorte. C'est pour ça que ça ne collait pas. On est d'accord. Question ? Une question ? Moi, j'ai une question vis-à-vis de la prise en charge de cette cryoconservation par choix. C'est la Sécu qui prend en charge la ponction, si j'ai bien compris, mais après, la cryoconservation en tant que telle, les patientes, elles ont une part ? Hélène va vous en parler, donc je ne dis rien. Bon, écoute, merci Janine. Pour répondre à ta question, on est quand même dans un phénomène qui est sociétal. Oui, celui du retard de l'âge des grossesses, c'est vraiment ça jette un mauvais qui est massif, et avec des chiffres dans certains pays qui sont terribles. C'est des Australiens, on dit finalement à 35 ans, à l'âge de 35 ans, les dernières statistiques australiennes, à l'âge de 35 ans, 37% des femmes seulement avaient eu un enfant, ce qui est quand même effarant.
Oui, c'est un phénomène de société, mais pour les femmes qui recourent, c'est une peur pour elles de ne pas y arriver. Donc maintenant, on va accueillir quelqu'un qui n'est pas marqué sur le programme, qui est Hélène Le Tur, qui devait être remplacée par Paille Husson et Emmanuel Mathieu, et qui les remplace de nouveau finalement, donc qui revient au programme d'origine et qui va nous parler de la réalisation et des résultats escomptés de l'autoconservation ovocytaire pour âge. Hélène, tu as 22 minutes. 22 minutes, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Après ce topo sur les motivations concernant l'autoconservation ovocytaire pour raisons non médicales, je vais vous parler maintenant de la façon dont est réalisée cette autoconservation et des résultats que l'on peut en attendre, après un petit rappel général. En effet, dans quelle situation va-t-on faire une conservation ovocytaire, essentiellement dans le cadre de la préservation de la fertilité, lorsqu'il existe un risque d'altération prématurée de la fertilité en raison de l'évolution d'une pathologie ou lorsqu'il y aura une association, un traitement pour régler cette pathologie et qui pourrait atteindre la fonction ovarienne. Sinon, dans un deuxième cas, c'est le report de procréation et c'est dans cette situation que nous sommes aujourd'hui, pour raisons sociales, médicales, éthiques ou légales, ou lorsque l'on veut constituer des banques d'ovocytes pour don. Alors, de nombreux États en Europe ont toléré ou légalisé rapidement l'autoconservation que l'on appelait sociétale, ou dite pour âge ou maintenant pour raisons non médicales. Il s'agit essentiellement de la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la République tchèque et la France par sa loi bioéthique du 2 août 2021 en son article 2141-12 qui dit qu'une personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence de la biomédecine et après les consultations ad hoc pourra bénéficier du recueil, du prélèvement et de la conservation de ces gamètes en vue de la réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation. Alors d'autres pays ont également autorisé l'autoconservation. Il n'y a pas qu'en Europe, par exemple Afrique du Sud, Brésil, Canada, États-Unis, la liste n'est pas exhaustive. Et vous trouverez dans la littérature plusieurs vocables pour parler de cette conservation ovocytaire pour raisons non médicales, l'élective egg freezing, l'élective egg freezing, oui, l'élective fertility preservation, le plant oocyte cryopreservation, non-medical freezing eggs, eggs freezing for non-medical reasons or age banking. Et l'ASRM en 2013, qui est l'association américaine, a bien dit que l'autoconservation, la cryopréservation ovocytaire n'était plus considérée désormais comme une procédure expérimentale. Et on a vu l'explosion de cette technique dans le monde. En Grande-Bretagne, une augmentation de plus de 240% des cycles d'autoconservation pour raisons non médicales entre 2013 et 2018. Aux USA, en une seule année, l'élective egg freezing est passé de 9600 cycles à 13 275 cycles. En Europe, on n'a pas encore de résultats disponibles. Je crois que Jacques, vous y travaillez en ce moment. Simplement, on peut voir en France, et vous l'avez dit tout à l'heure, une explosion des demandes dans les centres qui peuvent déjà l'exercer, avec dans les plus gros centres, depuis la sortie de la loi, plus de 1000 demandes dans un centre. Dans la littérature, qui demande à autoconserver ces ovocytes? Ce sont des femmes en général caucasiennes, entre 36 et 40 ans, qui ont un haut niveau d'instruction, en activité et sans partenaire, ou tout au moins sans partenaire éligible pour la procréation. Alors, pour quelles raisons, Janine l'a évoqué, a-t-on plébiscité cette autoconservation ovocytaire? C'est en raison de l'insuffisance ovarienne physiologique qui représente en Europe la première cause d'infertilité de la femme après 35 ans. Et c'est en relation avec la baisse du stock folliculaire, bien entendu, qui commence dès la vie intra-utérine, mais également en relation avec l'altération de la qualité ovocytaire avec l'âge. Et vous voyez, je vous ai mis en dessous un petit synopsis avec le fait que le taux d'aneuploïdie augmente avec l'âge. Il est aux environs de 30% chez les femmes de moins de 30 ans et déjà à 50% entre 35 et 39 ans et il atteint 70% à 40 ans. Si bien que les chances de grossesse par mois vont diminuer avec l'âge. À 20 ans, on aura 34% de chances de grossesse par mois. Ce taux est déjà à 12% à 35 ans,
5% à 40 ans et en moyenne 0% à 45 ans. Un travail de Thal présenté à la SRM en 2021 a montré le taux cumulé de naissances vivantes espérées après une tentative FIV lorsque l'on associe deux paramètres, l'AMH et l'âge. Et ceci a été fait sur un nombre conséquent de cycles, de femmes, je veux dire, puisque c'est entre 50 000 et 7 000 femmes, en fonction des groupes. Si l'on prend par exemple un taux d'AMH, je n'ai pas de pointeur, entre 2 et 3, pour une femme de moins de 35 ans, elle aura 53% de chances de grossesse, de naissance vivante. Et pour cette même tranche d'âge, toujours pour cette même AMH, à 38 ans, le taux diminue déjà à 29% et il ne sera plus que à 5% à 42 ans. Donc c'est distinct, cette autoconservation pour raison non médicale est distinguée dans la loi de la préservation de la fertilité, qui représente l'article juste au-dessus, L2141-11. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, je reviens à notre sujet. Donc ce qui nous concerne, c'est l'article 2141-12, où l'autoconservation gamétique est désormais possible pour une personne majeure, avec les conditions d'âge qui ont été fixées par le décret du 29 septembre 2021, où pour la femme, les bornes d'âge ont été fixées entre le 29e et le 37e anniversaire. Elle pourra autoconserver après information sur la technique et la modalité d'exercice et après un consentement écrit. Toute la technique, stimulation, monitorage, prélèvement, travail de laboratoire avec cryoconservation ovocitaire, tout ceci est pris en charge par la Caisse d'assurance maladie. Par contre, les frais de conservation ne sont pas pris en charge et ne sont pas non plus compensables par toute personne physique ou morale vis-à-vis de laquelle la personne serait en situation de dépendance. Cette autoconservation ne peut être réalisée que sur autorisation spécifique des agences régionales de santé et à l'heure actuelle, et ne pourra être réalisée que dans les établissements publics ou privés à but non lucratif. Le décret du 30 décembre 2021 stipule que les établissements qui réalisent déjà la préservation de la fertilité, qu'ils soient publics ou privés à but non lucratif, sont réputés pouvoir exercer tout de suite l'activité d'autoconservation pour raison non médicale. En ce qui concerne les établissements privés, dits à but lucratif, même s'il faudrait quand même envisager de changer de vocable, il sera possible de pouvoir l'exercer sur dérogation du directeur de l'ARS s'il n'y a pas d'autres établissements publics ou privés à but non lucratif dans le département qui fassent cette demande d'autorisation. Et ce sera possible à partir du 1er juin de cette année. Et bien entendu, si ces établissements privés s'engagent à ne pas réaliser de dépassement des tarifs prévus. Toujours dans la loi, la femme qui aura autoconservé se verra consultée tous les ans pour savoir si elle souhaite poursuivre cette conservation et si elle ne le souhaite pas, il sera mis fin à la conservation à moins qu'elle opte pour les options de don à une autre femme ou à la recherche. Elle devra confirmer ce consentement à 3 mois, mais à défaut, si elle ne l'a pas fait, l'absence de révocation dans ce délai vaudra confirmation de la décision qu'elle aura prise initialement. La révocation, cependant, restera possible jusqu'à l'utilisation des gamètes ou jusqu'à la fin de la conservation. S'il n'y a pas de réponse sur 10 ans consécutifs, et j'insiste bien sur le mot consécutif, il sera mis fin à la conservation. De même, en cas de décès, à moins qu'avant le décès, la personne ait donné un consentement pour un don ou pour la recherche. Toujours dans le Code de la santé publique, ces ovocytes conservés sont uniquement pour la personne destinée à un projet parental par assistance médicale à la procréation. Alors, les modes de réalisation, pour l'instant, nous sommes en attente des procédures de demande d'autorisation et également des recommandations potentielles du guide des bonnes pratiques, mais a priori, il faudra informer la femme de la procédure de stimulation, des risques et contraintes de la technique et des résultats attendus. Elle sera signée un consentement, il y aura une évaluation de l'état de santé clinique et complémentaire avec un bilan du statut ovarien, les sérologies ad hoc, les consultations de biologie pour spécifier comment se passe la technique, l'anesthésie, bilan pré-anesthésique, la stimulation d'ovulation, prélèvement ovocitaire et vitrification des ovocytes. Une question complémentaire reste en suspens pour l'instant. Étant donné la possibilité de don,
Et comme l'a montré Janine dans son enquête, beaucoup de femmes envisagent potentiellement de donner des ovocytes. Est-ce qu'il faudrait étendre les examens complémentaires à ceux demandés dans le cadre du don d'ovocytes, tels que les compléments sérologiques, les enquêtes génétiques et karyotypes, ou simplement faire savoir dans le consentement que des examens complémentaires seront à réaliser en cas de don d'ovocytes, des ovocytes cryoconservés? Quels sont les résultats attendus? Ils sont sur deux modes, le mode de survie ovocytaire au réchauffement, bien sûr, mais ce qui est extrêmement important, ce sont les chances de grossesse réelle et de naissance vivante. Et ce sera fonction de la technique, congélation lente versus vitrification, du système ouvert qui sera utilisé, c'est-à-dire que l'ovocyte est en contact direct avec l'azote liquide versus le système fermé où il ne l'est pas, l'utilisation de l'azote en surfusion ou de la vitrification elle-même par rapport à ce qu'on aurait obtenu avec des ovocytes frais. Mais surtout, ces résultats vont être fonction de l'âge de la femme au moment de la cryoconservation ovocytaire. Alors, pour rappel simplement, dans l'historique, la première grossesse après congélation lente a été obtenue par Chen en 1986 et en 1999, on a eu la première grossesse après vitrification ovocytaire. On sait aujourd'hui que la vitrification ovocytaire apporte de meilleurs succès par rapport à la congélation lente en termes de survie et de développement embryonnaire. Et de même également au laboratoire en termes de consommation de temps et de coûts. Les taux de survie, en fonction du système de vitrification, il semblerait que le système ouvert donne plus de chances de taux de survie. Il a été évalué par Cobo et Pujol à plus de 95%. Il serait légèrement moindre en cas de système fermé, mais certains auteurs signalent qu'il faut des études complémentaires et des cours d'apprentissage aboutis. En ce qui concerne l'azote en surfusion, c'est un travail qui a été effectué par Scott dans le New Jersey et que c'est un travail très prometteur qui montre que le taux de survie est quasiment à 100%, mais pour l'instant, en termes de résultats, en termes de naissance vivante, nous n'avons pas encore ces résultats, c'est sur le plan théorique, car les embryons obtenus dans ce cadre n'ont pas tous été transférés. En ce qui concerne la comparaison entre ovocytes frais et ovocytes cryoconservés réchauffés, pour les équipes qui ont une très grosse habitude, comme Cobo en Espagne, Rienzi, Laura Rienzi en Italie, on obtient exactement le même résultat en termes de naissance vivante. Pour d'autres auteurs, il y a plus de grossesse avec des ovocytes frais par rapport aux ovocytes cryoconservés décongelés. En fait, cette différence pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a une perte ovocytaire au réchauffement et certains auteurs signalent que si on utilise 10% d'ovocytes vitrifiés en plus de ceux qu'on aurait utilisés en ovocytes frais, on revient exactement aux mêmes chances de grossesse et de naissance vivante. Les résultats sont également fonction de l'âge de la femme, comme l'a montré Janine tout à l'heure, mais pour l'instant, en termes de taux de conservation ovocytaire, nous n'avons pas de résultats suffisamment exploitables en Europe et on se base essentiellement sur la cryoconservation pour raison médicale et dans le cadre du don d'ovocytes. Et les facteurs clés déterminants sont l'âge de la femme au moment de la cryoconservation et le nombre d'ovocytes cryoconservés. Lorsque l'on regarde le nombre d'ovocytes cryoconservés, on voit qu'il faut de plus en plus d'ovocytes, c'est la ligne juste en dessous, en fonction de l'âge pour espérer obtenir un blastocyste euploïde. À moins de 35 ans, il faudrait 4 ovocytes, à 41 ans, il en faudrait 10 et à 42, il en faudrait 20. Et l'excellent travail de Cobo en 2015 montre que les chances de grossesse en cryoconservation, après réchauffement, il faudrait 9 ovocytes pour une femme de moins de 35 ans pour avoir 50% de chances de naissance vivante, alors qu'au-delà de 36 ans, tous les chiffres, tous les pourcentages sont diminués par 2. Donc parfois, on est amené à faire plusieurs cycles de stimulation-ponction pour pouvoir avoir le nombre d'ovocytes nécessaires, mais même dans le scénario le plus optimiste, une naissance n'est pas garantie. Cobo a montré que pour les femmes de moins de 35 ans, avec 24 ovocytes matures, on aura 94% de chances de naissance vivante. C'est le même travail effectué par Doyle. Entre 50 et 70% de grossesse, il faut de plus en plus d'ovocytes matures pour obtenir une chance de naissance vivante. Enfin, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que le temps, la durée de la cryoconservation va influer sur les chances de naissance vivante? Plusieurs auteurs ont montré qu'il n'y avait pas de corrélation. Quel est le taux de récupération des ovocytes?
Dans la littérature, on voit que les femmes récupèrent leurs ovocytes entre 6 et 20% des cas. Les raisons avancées pour ce faible taux de récupération sont la préférence pour la conception naturelle, ne pas vouloir être un parent isolé et ne pas vouloir utiliser de sperme de donneur. Si bien que le rapport coût et rentabilité est très controversé. Chez les femmes jeunes, elles ont beaucoup d'années devant elles ont des chances de concevoir naturellement et elles risquent de ne pas utiliser leurs ovocytes cryoconservés. Donc ça augmente le coût de la conservation. Par contre, pour les femmes plus âgées, il faudra plus de cycles et d'autant plus de cycles qu'il faudra plus d'ovocytes et qu'elles répondront moins. Mais elles auront plus de chances d'utiliser leurs ovocytes dans un délai court. Donc le meilleur rapport coût-rentabilité est aux environs de 37 ans selon le travail de Mason. D'autres questions qui se sont posées, est-ce que la stimulation ovarienne augmente le taux d'aneuploïdie? Non. La cryoconservation dans l'azote liquide n'augmente pas non plus le taux d'aneuploïdie. Par contre, l'utilisation tardive des ovocytes fait entrer les femmes à un âge plus avancé et il y a l'augmentation des risques materno-fétaux des grossesses tardives. Et il se pose également sur le plan psychologique les questions sur le développement psychosocial de l'enfant en rapport avec une parentalité tardive. Qu'en est-il des enfants issus d'ovocytes dévitrifiés? Le travail de Kian en 2008 a montré que sur 200 enfants que le poids de naissance et l'incidence des anomalies congénitales étaient comparables aux grossesses naturelles et comparables aux grossesses FIV. Le travail sur plus de 1000 enfants de Kobo a montré la même chose avec des données obstétricales identiques. Le développement physique et mental des enfants issus d'ovocytes dévitrifiés sur 110 enfants est comparable à celui des enfants conçus naturellement, mais seulement sur un suivi de 6 ans. Et les auteurs concluent qu'il sera nécessaire de suivre à long terme ces enfants pour détecter des manifestations tardives potentielles de dommages causés à l'ADN, incluant des effets transgénérationnels. Est-ce que la cryoconservation ovocytaire est vraiment un facteur d'émancipation féminine? Alors évidemment, c'est un filet de sécurité pour libérer la femme des limitations biologiques, mais cela ne compense pas le biais masculin. En effet, à l'heure actuelle, il y a une augmentation du pourcentage de femmes à haut niveau d'instruction et à haut standard. Et ces femmes souhaitent en majorité un partenaire d'au moins de même niveau. On dit toujours que women marry up, not down. Pour ces femmes à haut niveau d'instruction, ils perdurent le risque, malgré la cryoconservation ovocytaire, de ne pas trouver le partenaire convenable dans le sens de convenient. Donc elles peuvent choisir de faire un enfant seul ou un autre dessein. Donc je dirais en termes de conclusion, de messages à rapporter à domicile, l'autoconservation ovocytaire est désormais légalisée en France. Nous sommes en attente des modalités de demande d'autorisation, théoriquement pour les centres privés, la synthèse du guide des bonnes pratiques. La technique de vitrification apporte des résultats pratiquement similaires aux ovocytes frais. On a cependant de meilleurs résultats en termes de grossesse pour les femmes de moins de 35 ans. Le meilleur coût-rentabilité est aux environs de 37 ans, mais en aucun cas cette technique ne peut être une garantie de succès. La littérature est rassurante sur l'état de santé des enfants issus d'ovocytes dévitrifiés, mais le gain d'émancipation ne compense pas le biais masculin. Je vous remercie. Merci Hélène, 19 minutes. Bravo. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, il y a une question là-bas déjà à poser. Oui, bonjour, merci pour vos deux présentations très intéressantes. Moi, je suis psychologue et effectivement, vous l'avez bien dit, les psychologues, on parle beaucoup de l'ambivalence du désir d'enfant et je trouve extrêmement passionnant de voir comment cette question autour de l'autoconservation peut se manifester chez certaines femmes, pas toutes. Et c'est vrai que je suis surprise de voir que la question de l'entretien avec le psychologue est potentiellement accessoire, comme si c'était une démarche comme une autre. Ça dit aussi peut-être toutes les représentations qu'on a derrière ce que ce serait un entretien psychologique. Ça montre qu'il y a peut-être encore du travail à faire par rapport à ça, mais on peut imaginer que les services vont le proposer au couple, même si la loi... Enfin, comment est-ce que vous pensez que les services vont le suggérer aux femmes de rencontrer le psychologue, ne serait-ce que pour parler de la démarche?
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec la réflexion que vous venez de faire. Et les services proposent systématiquement cet entretien avec le psychologue. D'autant plus que on a parlé effectivement d'ambivalence, et certaines femmes ne sont pas si ambivalentes que ça. Et j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de femmes qui venaient pour autoconservation ovocytaire et qui se disaient après tout, je suis sûre de ce que je veux. Par contre, je ne suis pas certaine de trouver le compagnon qu'il me faudrait pour pouvoir faire un enfant. En conséquence, eh bien, je passe dans la case AMP femme seule et qui demande directement une insémination avec sperme de donneur. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler sur cette question. Claude. Oui, Hélène, plusieurs fois dans l'exposé, tu as parlé de cette histoire de résultats en fonction d'âge et du nombre d'ovocytes. Comment on va faire pour arriver en France à que tous les centres aient à peu près une pratique homogène? Quel va être le contrat? Est-ce que, tu as dit on peut faire plusieurs tentatives. Comment on va le présenter? Est-ce qu'on attend des bonnes pratiques? Est-ce qu'on va dire il nous faudra, vous pourrez faire tant qu'on n'en aura pas 15? Est-ce qu'on va moduler ça en fonction de l'âge? Comment on voit les choses? Alors, les choses sont en... Je vais prolonger sa question. J'espère que j'ai bien tout retenu. Parce que cette question, je la comprends très bien dans un contexte où c'est remboursé, pris en charge par la société. N'aurait-il pas été plus simple de dire je ne rembourse pas et de laisser une plus grande ouverture? Alors, comment va-t-on faire? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut effectivement qu'on y réfléchisse et je sais que c'est en discussion au niveau du guide des bonnes pratiques pour donner une trame. L'important, à mon avis, c'est d'avoir une vraie information au cours des consultations qui ne peuvent qu'être longues pour expliquer la situation et dire quelles sont les vraies chances que l'on peut espérer, et ceci de façon statistique malgré tout, en fonction du nombre d'ovocytes et voir en fonction de la détermination de la personne en face, jusqu'où on peut aller, c'est-à-dire rester raisonnable en fonction du désir réel de la patiente. Maintenant, en ce qui concerne le coût, pour les discussions que l'on a eues auprès des parlementaires, il n'était pas possible d'envisager une technique qui soit à charge à 100% pour ces femmes, en ce sens que ça rentrait dans une technique entre guillemets d'AMP et qu'il fallait une égalité pour toutes les techniques d'AMP. Je te dis ce qu'on m'a répondu. Janine. Moi, je voulais revenir sur la question posée sur les psychologues. Vous avez vu dans la petite enquête, les 3/4 des patientes sont demandeuses et elles adhèrent, elles veulent cette consultation avec la psychologue. Elles trouvent que c'est quelque chose de très positif. Le corps médical, les biologistes, les cliniciens, tout le monde, on est parfaitement d'accord avec ça. Mais ce qui va se passer, et ce qui se passe déjà, c'est qu'on n'a pas les effectifs de psychologues. Donc cette pénurie qu'on rencontre dans d'autres secteurs, elle est encore bien plus criante dans les effectifs de psychologues. Et c'est vrai qu'on souffre beaucoup, puisqu'il y a le don, il y a l'autoconservation, il y a l'AMP en général, il y a les maternités, enfin il y a plein de choses. Et c'est, enfin, je parle en tout cas pour le centre que je connais à Strasbourg, c'est catastrophique, c'est criant malgré les bonnes volontés des uns et des autres. Nous avons du jamais vu en termes de situation. Du jamais vu, c'est-à-dire que les psychologues, mais d'autres branches de la profession, nous sommes à moyen constant pour un afflux de nouveaux publics, c'est-à-dire le couple de femmes, les femmes seules, l'autoconservation. C'est la première fois que je vois des psychologues pas en dépression, mais en semi-burn-out. Parce qu'il faut en plus des psychologues qui aient quand même une certaine habitude de ce secteur. C'est pas comme une psychologue d'IVG, quoi. Je veux dire, c'est quand même un peu différent. Il y a quand même et surtout, je pense moi que c'est des consultations de psychologie qui sont, alors vous allez me dire, mais d'autant plus longues. Je dirais pas difficiles, je dirais longues. Qu'on a affaire à des femmes qui sont en général extrêmement intelligentes et cultivées. Et renseignées. Et renseignées.
Janine, tu veux... Oui, je voudrais rajouter quelque chose que j'ai aussi déjà dit à la journée du jet d'eau et qui me travaille beaucoup. C'est cette histoire du rendement des techniques. La technique de vitrification apporte des résultats sensiblement similaires aux ovocytes frais. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est que nos résultats ne sont jamais exprimés en termes d'enfants nés par ovocytes produits. On parle de taux de grossesse par transfert, mais on ne sait pas combien d'ovocytes il a fallu ponctionner, que ce soit dans le cadre de l'autoconservation et de la vitrification, finalement, que même de la FIV en général. C'est pourquoi ce n'est pas exprimé comme ça, mais parce que c'est extrêmement compliqué. Il faut avoir un taux cumulé pour être vraiment pertinent dans nos résultats. Et je ne suis pas sûre qu'en termes de grossesse par ovocyte, ce soit vraiment si similaire que ça. C'est pour ça qu'on se base sur les études internationales qui travaillent dans des systèmes ouverts et qu'en France, on commence à dire déjà qu'il faut 10% d'ovocytes dévitrifiés en plus. Mais il faudra qu'on le calcule vraiment une fois qu'on aura notre propre expérience. Si je peux me permettre, parler par ovocyte ponctionné, c'est un peu compliqué parce que si la personne obtient au premier ou au deuxième ovocyte, comment on va compter les ovocytes ponctionnés qui n'ont pas été congelés? Donc c'est assez compliqué. Voilà, congelé, c'est aussi. Merci. J'ai bien compris les critères pour accéder à la cryoconservation ovocytaire, mais il y a des critères pour la réutilisation. Une dame de 43 ans qui a conservé à 25 ans, il n'y a pas de critère d'âge pour l'implantation, si je puis dire? Si, c'est le même décret. C'est le même décret de septembre. En ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation, la dernière ponction doit avoir lieu au 43e anniversaire et le dernier transfert au 45e anniversaire. Moi, j'aborderai volontiers un sujet que tu as à peine abordé, un peu différent. On voit qu'il y a une pénurie parce qu'on sait que les centres qui peuvent faire de la préservation sont des centres publics uniquement, en dehors de quelques-uns, et qui sont surchargés. Et de l'autre côté, la loi française considère de manière différente les centres privés et les centres publics. Or, qu'ils soient privés ou publics, ils ont tous la même loi, ils peuvent tous être fermés administrativement quand on veut, et je ne comprends pas qu'on continue à utiliser cette différence privé-public, et peut-être que les patients ont quelque chose à faire là-dessus pour pousser. Non seulement les patientes, mais les sociétés savantes, nous sommes en train de travailler et de retravailler au niveau de nos autorités de tutelle pour faire sauter cette différence, en ce sens que, comme tu dis, les centres publics sont débordés, et nous, en tant que centre privé, enfin, je travaille dans un centre privé sur les deux, dans un centre privé, on aide ces centres publics en préparant les dossiers, en faisant des dossiers complets, ce qui nous demande un temps considérable, mais les missions d'intérêt, les MIG, sont attribuées au centre public, et nous, on ne reçoit rien pour ce travail qu'on a effectué, alors qu'on est tout à fait capable de le faire. 50% des tentatives de FIV en France sont faites dans les centres privés, donc il n'est pas question de technique. Donc, on essaie de faire reconnaître cela, sans compter que dans le cadre du don d'ovocytes, les femmes sont susceptibles d'avoir une aide des caisses d'assurance maladie pour aller faire un don d'ovocytes à l'étranger dans des centres privés. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Tout à fait. Merci Hélène. Donc, on va continuer et s'intéresser maintenant aux aspects biologique avec Patricia Fock. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas moi, je ne m'appelle pas Patricia Fock. Mais Patricia Fock a eu des problèmes d'avion et se trouve coincée à Los Angeles. Bonjour à tous, je m'excuse par avance de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Mon avion est arrêté, donc elle a réussi cette nuit à faire son truc en... Voilà. Donc je voudrais avant tout aussi remercier donc les organisateurs de la session FFER de m'avoir demandé de vous parler donc de la congélation des ovocytes avec leurs indications, les résultats et puis les innovations potentielles dans ce domaine. Donc la vitrification ovocytaire, donc elle est maintenant possible pour des femmes seules ou bien en couple.
Il y a toutefois des critères d'âge qui ont été fixés au journal officiel du 28 septembre 2021, où ces critères d'âge, pour des raisons médicales, ont fixé une ponction d'ovocytes chez une femme jusqu'à son 43e anniversaire. Et pour les indications non médicales, qu'on va appeler électives préservation de la fertilité, eh bien, la ponction ne peut être envisagée que pour des femmes entre son 29e anniversaire jusqu'à son 37e anniversaire. Donc effectivement, j'ai mis new parce que c'est une indication, donc pour des raisons non médicales, qui a été introduite lors de la révision de la loi de bioéthique l'année dernière. Alors, la congélation ovocytaire, quand on regarde un petit peu les données des États-Unis, on voit qu'elle a suivi une augmentation très importante entre 2012 et 2018, avec une augmentation de plus de 10 fois sur cette période, avec un nombre de cycles de congélation d'ovocytes qui était plus de 54 000 cycles. Toutefois, quand on regarde un petit peu aussi le pourcentage de réutilisation, c'est-à-dire des transferts d'embryons issus de ces cycles de congélation ovocytaire, on voit qu'ils ne représentent que 11% des cycles de congélation au cours de la période étudiée. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé donc au Royaume-Uni, on voit que la congélation ovocytaire, elle aussi, donc pour des raisons médicales ou pour des raisons non médicales, a été multipliée par 10 au cours des 10 dernières années. Donc sur la période entre 2009 et 2019, avec un nombre de cycles de congélation ovocytaire qui est passé de 230 à 2400 en 2019. Donc on voit également, bon, ce n'est pas les mêmes volumes d'activité, mais on voit bien qu'il y a une augmentation très importante du nombre de cycles de congélation ovocytaire. Et probablement cette augmentation va se poursuivre, puisque donc au Royaume-Uni, les patientes en fait renouvellent leur congélation, enfin, ont la possibilité maintenant depuis peu de renouveler leur congélation tous les 10 ans, avec un maximum qui a été repoussé jusqu'à leur 55e anniversaire. Donc dans la littérature, donc quand on regarde le taux d'utilisation des ovocytes qui ont été congelés dans le cadre d'une préservation de la fertilité hors champ du cancer et principalement liée à l'âge, donc pour des raisons non médicales à proprement parler. La moyenne d'âge, on voit qu'elle est à peu près similaire entre les études, autour de 37 ans. Et ce qu'on voit surtout, c'est que le taux d'utilisation est à peu près similaire, autour de 10%. Alors oui, il y a certaines études qui vont jusqu'à 15%, mais globalement, c'est un taux qui est relativement faible et autour de 10%, même s'il peut y avoir des différences sur le temps qui s'est écoulé entre la congélation et la réutilisation, et qui peut aller donc qui va de 25 mois jusqu'à 48 mois. Mais globalement, ce qu'on retient, c'est que le taux de réutilisation dans ces indications est relativement faible. Donc, quand on regarde les indications de la congélation ovocytaire, on va voir qu'elle peut être réalisée lors d'une assistance médicale à procréation, donc quand il y a une réceptivité endométriale qui est jugée peu favorable. Dans la situation où malheureusement il n'y a pas de spermatozoïdes le jour de la ponction, soit par échec de recueil, soit parce qu'il y a une azospermie le jour de la ponction. Dans les situations où il y a un risque d'hyperstimulation ovarienne, si un transfert était envisagé,
Dans la situation où c'est un choix du couple de congeler des ovocytes, car ils sont plutôt contre une congélation embryonnaire. Et puis, il y a certaines indications aussi de congeler une partie de la cohorte ovocytaire. Dans le cadre d'une préservation de la fertilité, donc hors assistance médicale à la procréation, on va retrouver l'indication principale du cancer, c'est-à-dire avant l'introduction de traitements gonadotoxiques. Dans les situations où il y a une pathologie potentiellement délétère sur la fertilité, à savoir l'endométriose, et puis dans les situations où il y a une faible réserve ovarienne. Depuis effectivement la loi d'août 2021, il y a la possibilité de congeler des ovocytes pour un usage personnel ultérieur sans indication médicale. Donc on va parler plutôt de préservation de la fertilité élective. Cette congélation, elle est réalisée dans des établissements publics ou privés à but non lucratif. Donc c'est une nouvelle possibilité. Et bien sûr, la congélation d'ovocytes, elle est aussi possible dans le programme de constitution d'une banque d'ovocytes, donc notamment dans le don d'ovocytes. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de la congélation ovocytaire? Parmi les avantages, on voit principalement qu'on va pouvoir réaliser une préservation de la fertilité de la femme, à proprement parler. Donc, elle peut être seule et cette préservation de la fertilité peut être envisagée. Alors que la congélation embryonnaire impose en fait pour l'utilisation ultérieure que le couple soit toujours constitué et d'avoir toujours l'accord du conjoint. Pour ce qui est les avantages dans le cadre du cancer, eh bien, la congélation d'ovocytes évite le risque de réimplantation tumorale, ce qui n'est pas le cas dans le cas de la congélation de tissu ovarien, notamment dans les indications de pathologie hématologique. Dans les inconvénients, on va retrouver les inconvénients liés à la stimulation d'ovulation, avec les risques d'hyperstimulation, les risques liés à ceux de la ponction d'ovocytes. Finalement, on va voir que dans les inconvénients, eh bien, on va obtenir un nombre limité d'ovocytes, que ça implique d'avoir une patiente pubaire et qu'il n'est pas possible d'envisager la congélation d'ovocytes lorsque le traitement gonadotoxique est en cours. Et on va voir que parmi les inconvénients, eh bien, l'ovocyte est une cellule qui a une faible cryotolérance. Donc effectivement, c'est une cellule qui a une très faible cryotolérance, donc c'est en rapport avec la structure même de cette cellule. Donc c'est une cellule qui a un gros volume cytoplasmique, qui a une perméabilité membranaire cytoplasmique qui est faible, et puis en rapport aussi aux filaments d'actine qui sont en forte concentration dans cette cellule. Et puis, c'est dû au fait que donc l'ovocyte au stade de métaphase 2, on va retrouver le fuseau méiotique donc au sein de l'ovocyte, qui peut potentiellement être déstabilisé par le froid, par la congélation, par les procédés de congélation et de réchauffement. Et donc, c'est la vitrification, au final, qui a permis un petit peu de surmonter un peu ces obstacles et donc qui rendent effectivement cette cellule très vulnérable à la congélation, c'est-à-dire, mais aussi à la décongélation, c'est-à-dire congélation et réchauffement.
Donc, qu'est-ce qu'on sait du risque justement d'aneuploïdie des embryons qui ont été obtenus à partir d'ovocytes vitréfiés? Eh bien, lorsque l'on regarde ce taux d'aneuploïdie dans les embryons qui sont issus d'ovocytes congelés versus ceux qui sont issus d'ovocytes frais, c'est-à-dire non congelés, eh bien, on voit que le taux d'aneuploïdie, eh bien, il est identique, que ce soit dans les embryons qui sont pu se développer jusqu'au stade de blastocyste, ou bien sur des embryons qui se sont arrêtés. Au final, pas de différence sur le taux d'aneuploïdie selon si les ovocytes ont été vitrifiés ou non, ce qui est un résultat très... Alors, il existe aussi potentiellement un risque épigénétique avec aussi des altérations de l'expression des gènes. Alors, ces données-là sont encore basées sur des données chez l'animal, où il y a possiblement des effets sur la régulation épigénétique, mais c'est variable finalement selon les espèces et puis aussi selon le stade de développement pour lesquels on a réalisé cette étude sur la régulation épigénétique. Donc, on a vu également donc, dans ce travail de revue de la littérature qu'il y a des possibles altérations de l'expression génique avec une diminution des ARN messagers après vitrification, mais c'est dépendant finalement de la taille des régions génomiques analysées, donc il faut encore un petit peu davantage explorer, notamment chez l'homme, pour pouvoir réellement pointer du doigt un risque épigénétique ou une altération de l'expression des gènes. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau du risque de stress oxydatif? Eh bien, il semblerait qu'il y aurait un changement significatif vers l'état oxydé des ovocytes après vitrification, et ce, indépendamment de l'âge maternel. Mais là encore, ça nécessite davantage d'exploration. Alors, qu'en est-il de risque pour le développement de l'embryon? Eh bien, cette étude donc américaine retrouve une diminution significative des taux de fécondation, de clivage et de blastulation après vitrification, comme on peut le voir ici sur cette figure. Donc, qu'en est-il du taux de blastulation qui serait plus faible après vitrification dans la littérature? Finalement, on voit que cette donnée-là, elle est controversée. Certains vont trouver une diminution significative, comme c'était le cas donc, pour l'étude américaine que je viens de vous présenter, mais finalement, il y en a d'autres qui ne retrouvent pas de différence significative. Donc, une différence sur le taux de blastulation, finalement, ça reste encore à être démontré. Toutefois, quand on regarde la cinétique de développement des embryons, donc c'est une étude réalisée par une équipe espagnole donc, qui a beaucoup travaillé sur la vitrification ovocytaire, comme on va le voir par la suite. Eh bien, elle retrouve cette étude un retard de clivage qui serait estimé autour de 1 heure, sans toutefois finalement impacter les divisions, surtout entre le passage de 2 cellules à 3 cellules, qui est pas significativement différent selon si l'ovocyte a été congelé ou non. Mais par contre, entre le passage de 3 cellules à 4 cellules, eh bien, ce passage-là, cet intervalle de temps serait plus lent lorsque l'ovocyte a été vitrifié. Donc la survie ovocytaire, elle va être très dépendante du procédé de congélation de l'ovocyte, puisqu'on a vu que c'était une cellule qui avait une faible cryotolérance, donc tout événement au cours du procédé de congélation, de réchauffement peut impacter la survie de l'ovocyte. On va voir que ça peut être également lié donc, à la population traitée, mais aussi à la qualité de l'ovocyte intrinsèque. Donc l'équipe espagnole d'Ana Cobo, comme je vous l'ai dit, a beaucoup travaillé sur le sujet et a pu déterminer
grâce au modèle du don d'ovocytes, que la survie ovocytaire n'était pas dépendante du nombre d'ovocytes dans la cohorte. Et puis, ils ont pu aussi déterminer qu'il n'y avait pas d'impact du temps de stockage sur la survie des ovocytes. Par le modèle, par les cycles autologues, ils ont pu aussi étudier la morphologie ovocytaire et pu démontrer qu'en fait la morphologie ovocytaire n'avait pas d'effet sur la survie des ovocytes après vitrification et réchauffement. Et ça n'avait pas non plus d'impact sur le taux de blastocystes, ni même sur le taux de blastocystes utile. Donc cette même équipe a pu par contre montrer que l'âge avait un réel effet sur la survie ovocytaire. Donc ils ont étudié la survie ovocytaire dans les situations d'une préservation de la fertilité pour âge ou pour des raisons médicales mais hors cancer. Ils ont pu voir une différence significative sur les taux de survie lorsque la congélation a eu lieu avant 36 ans ou au-delà de 36 ans. Ils ont pu aussi regarder par tranche d'âge et voir effectivement qu'il y avait une diminution significative par tranche d'âge, par augmentation de tranche d'âge. Donc un effet réellement significatif de l'âge. Donc qu'en est-il de la survie ovocytaire en fonction de l'indication? Donc on va voir que plusieurs indications ont été étudiées, donc avec comme référence le don d'ovocytes, mais il y a eu aussi l'étude de la survie ovocytaire chez les mauvaises répondeuses, dans le cadre de l'endométriose, dans le cadre du cancer, ou donc pour une préservation dite sociétale, ou liée à l'âge en fait. Ils ont pu voir effectivement qu'il y avait une survie variable en fonction de l'âge, et ce, quelle que soit l'indication, avec un cut-off qui est 36 ans. Donc on le voit ici donc, par l'étude d'Anna Cobo, mais ça a été aussi rapporté par d'autres auteurs, donc avec ce cut-off de 36 ans. Donc l'équipe espagnole a aussi étudié les taux de survie en fonction de l'indication et a pu voir que les taux de survie et les taux cumulés de naissance vivante étaient significativement plus faibles chez les patientes qui étaient dans le groupe de la préservation de la fertilité dans le cadre du cancer, et principalement chez les jeunes femmes, où on voit effectivement des taux de survie qui sont ici plus faibles dans le cadre du cancer par rapport à des préservations pour des raisons liées à l'âge ou des raisons médicales hors champ du cancer. Et puis également, ça s'est retrouvé sur les taux cumulés de naissance qui étaient plus faibles dans cette catégorie. Chez les femmes plus âgées, ça se voyait moins, mais attention, les effectifs, vous voyez, sont très faibles dans ces groupes dans le cadre du cancer. Ce qu'on voit surtout dans ces données-là, qu'il y a un effet lié à l'âge qui est vraiment important. On le voit à la fois dans les indications du cancer, mais aussi dans les indications hors cancer. On retrouve aussi un effet négatif de l'endométriose, à la fois sur le taux de survie, mais aussi sur les taux d'implantation, les taux de grossesse et les taux cumulés de naissance vivante par patiente. Et principalement, vous voyez, là aussi, chez les femmes plus jeunes. En fait, c'est dépendant essentiellement de l'âge et du nombre d'ovocytes, où on a une bonne corrélation avec une différence liée à l'âge. Donc c'est la courbe ici qui est tout en haut chez les patientes qui ont de l'endométriose moins de 35 ans, et puis ici les patientes qui ont de l'endométriose mais qui sont plus âgées, au-delà de 35 ans. On voit bien une différence, mais on voit surtout qu'il y a une très bonne corrélation avec le nombre d'ovocytes
que ça soit chez les femmes de moins de 35 ans ou de plus de 35 ans. Donc une bonne corrélation avec le nombre d'ovocytes. Et Anna Cobo suggère qu'une patiente de moins de 35 ans avec de l'endométriose, il faudrait un total de 20 ovocytes vitrifiés pour obtenir 90% de naissances vivantes. Dans les autres indications, dans les 2 autres indications en dehors de l'endométriose, donc dans les indications pour des raisons non médicales ou médicales hors champ du cancer, on voit qu'il y a aussi une bonne corrélation avec le nombre d'ovocytes donc, qui a été utilisé. Et c'est aussi valable dans le cadre du cancer. Alors la survie ovocytaire, elle peut être aussi impactée par des problèmes techniques. Tout d'abord, il y a une très grande variabilité des protocoles et des devices, donc c'est compliqué effectivement d'étudier ce taux de survie, mais il y a une différence significative selon si les devices, si la vitrification elle est ouverte ou en dispositif fermé. La technique, elle est entièrement manuelle, mais finalement, il y a des temps d'exposition au milieu de vitrification qui sont différents selon les protocoles. Le volume de dépôt peut aussi impacter la survie de l'ovocyte. La manipulation lors du stockage, du retrait de la cuve, donc avec possiblement un réchauffement lors de ces manipulations qui peut s'opérer et du coup avoir un impact négatif sur la survie de l'ovocyte. De même que la procédure de réchauffement est très sensible, est une étape particulièrement sensible sur la survie ovocytaire. De même que le transport, finalement, il y a peu de transports qui sont réalisés, mais possiblement ça peut être au cours de cette étape qui peut y avoir un impact négatif sur la survie de l'ovocyte. Alors, est-ce que l'automatisation pourrait être une solution ? Ça reste des pistes d'innovation sur le procédé même de vitrification. Donc justement, la vitrification ovocytaire semi-automatisée, eh bien, elle est maintenant possible par le système Gavi, donc qui est un système de vitrification en système fermé. Donc les étapes automatisées sont les bains dans les solutions successives d'équilibration et de vitrification. Et puis il y a aussi le scellement du contenant qui est appelé pod. Donc ici, les réactifs, les consommables spécifiques sont insérés sur un support à charger dans l'appareil. Et puis donc le dépôt initial par contre dans le pod ici, le retrait du pod donc qui est scellé de l'appareil et puis la plongée dans l'azote liquide. Donc ce sont des étapes qui elles restent manuelles au cours de la vitrification, ainsi que les étapes de réchauffement. Donc c'est pour ça qu'on va parler de protocoles de semi-automatisés, puisqu'il y a encore plusieurs étapes qui sont manuelles. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité des taux de survie avec la méthode manuelle, quel que soit le niveau d'expérience, donc comme ça a été rapporté dans cette étude, qu'il y a une meilleure constance des taux de survie a priori avec le système Gavi, hein, donc on voit une variabilité qui est plus faible avec le système Gavi, donc ce sont les points ici en vert. Donc la taille des points représente le nombre d'ovocytes qui ont été vitrifiés. Et donc on voit bien effectivement que c'est plutôt avec des taux de survie qui sont plutôt élevés, avec une faible variabilité pour le système Gavi par rapport au système manuel ici en bleu. Et puis la courbe d'apprentissage serait aussi plus courte, donc ça pourrait apporter une amélioration potentielle de l'efficience du laboratoire et potentiellement des résultats. Donc en conclusion, eh bien, les effets potentiellement délétères de la vitrification ne peuvent pas être complètement écartés, comme on a pu voir sur les taux de plastulation.
que les taux de naissance vivante sont principalement liés à l'âge, donc qui semble être le facteur le plus important sur la survie des ovocytes et puis sur les outcomes. Il y a possiblement un effet de l'indication. Toutefois, il faut raison garder par rapport à la taille des effectifs dans chacun des groupes, et notamment pour les indications de préservation dans le cadre du cancer. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est très dépendant du nombre d'ovocytes vitrifiés utilisés. Donc si on reprend les résultats et les chiffres, eh bien, les patientes qui sont âgées de 35 ans ou moins, qui ont de l'endométriose et pour lesquelles il y a eu 8 ovocytes vitrifiés utilisés, elles ont autour de 28% de taux cumulé de naissance vivante, contre 19% quand elles sont âgées de plus de 35 ans. Dans les situations où il y a eu une congélation pour des raisons liées à l'âge et pour des raisons hors champ du cancer, eh bien, on a un taux qui est de 32% pour les patients de moins de 35 ans, contre 17% pour les patients de plus de 35 ans. Et puis, dans le cas du cancer, donc les chances cumulées de naissance vivante sont autour de 36% pour les patients âgés de 35 ans ou moins, contre 29% au-delà de 35 ans. Mais comme je vous l'ai dit, donc dans ce groupe-là, les effectifs restent très faibles pour pouvoir faire de réelles prédictions sur les chances cumulées de naissance vivante. Donc il y a une étude qui est basée sur une large population a développé un modèle pour prédire la probabilité qu'une femme ait au moins 1, 2 ou 3 naissances vivantes en fonction de son âge au moment du prélèvement des ovocytes et en fonction du nombre d'ovocytes matures congelés. Ce modèle finalement spécifique à l'âge fournit en effet un outil de conseil pour aider à informer les femmes qui envisagent une congélation d'ovocytes, en particulier dans le cadre de la préservation pour des raisons non médicales. Et donc elle permet justement de donner une probabilité de naissance vivante avec le nombre de cycles à effectuer et surtout du moment où les cycles supplémentaires auront un rendement décroissant. Ça permet de visualiser et de faire prendre conscience, donner une information sur les chances cumulées de naissance vivante en fonction de l'âge et en fonction du nombre d'ovocytes matures congelés. Ce qui est certain, c'est qu'une préservation de la fertilité pour des raisons non médicales, ce n'est pas l'assurance d'une naissance, donc il faut donner cette information éclairée aux femmes qui vont faire cette démarche. Je vous remercie de votre attention et veuillez encore m'excuser pour mon absence aujourd'hui et surtout ne pas pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions.